Et on y va. Alors, Si je ne petit me trompe cours pas, c'est celle-ci. avec le professeur Marie-Astrel, mon premier cours de 2e année. Aujourd'hui, nous allons parler d'une créature. Une créature qui n'est ni dangereuse, ni puissante, ni particulièrement intelligente. Et On va faire pourtant, comme ça. elle est capable de ruiner un cours entier en moins de 30 secondes. Voici Ah mais j'avais le bougé. bouc en tête. Le bouc en tête est une créature thérianthrope, terrestre. Il possède des jambes de bouc, des oreilles caprines, un corps trapu couvert de poils hirsutes et une petite paire de cornes qui n'a aucune utilité défensive. Ses yeux sont petits et tout globuleux. Il brille presque en permanence d'une excitation difficile à expliquer. Il mesure rarement plus d'1,40 m et pèse peu. Mais ne vous y trompez pas, il occupe l'espace sonore comme une créature 3 fois plus grande. Le bouc en tête est incapable de rester silencieux. Vraiment. Il crie! Il rit! Pardon. Il répète des sons absurdes. Il imite les voix. Oui, c'est une chose qu'il fait. Il imite les voix. Parfois les vôtres, parfois la mienne. Il adore interrompre les cours, provoquer des brouhahas entêtants, répéter une phrase entendue. Et il ne fait pas cela par méchanceté. Il fait cela par nature. Pour son alimentation, le bouc en tête, les enfants, est principalement herbivore. Oui, principalement herbivore, et c'est tout ce qu'il est. Quelque chose d'assez, classique en soi. Il grignote, des feuilles, des racines et des fleurs. Et parfois des champignons sonores. Et parfois des champignons sonores. Et parfois des champignons sonores. Mais c'est bon. Et parfois. Oh non, on en a un. On en a un dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Non, il est où? Non, ça suffit. Oh putain. Oh! Ce détail explique beaucoup de choses. Son origine, l'origine du bouc en tête, remonte, à la mythologie grecque. Oui, la mythologie grecque, les enfants. Un petit bouc en tête classique en soi, mais bon. Mon Dieu, c'est terrible. Où c'est qu'il est, ce petit salopure? Des fois, on ne le voit pas, c'est fou. Je ne le vois pas. Il doit être dans le coin, mais bon, c'est pas grave. Oui. On le trouve aujourd'hui dans les clairières lumineuses, dans les grottes ouvertes et dans des zones boisées magiques. Il affectionne particulièrement... Oh! Dans les grottes ouvertes et dans des zones boisées magiques. Mais non, mais c'est agaçant! C'est terrible! Ça m'ennuie! Ça m'ennuie! Non mais ça m'ennuie! Non mais c'est pas possible! Ça m'ennuie! Mais ça m'énerve! Ça m'ennuie! Ça m'ennuie! Ça m'ennuie! Mais arrête ça, saloperie de bouc en tête! Ça m'ennuie! Mais oui, ça m'ennuie! Alors arrête! Ça m'ennuie! Oh! Embêtant ce bouc en tête là! C'est terrible! C'est terrible! C'est terrible! Non, arrête! terrible. Arrête, salope! Oh, c'est terrible! Mais il va nous embêter combien de temps celui-ci? C'est terrible! Oh non! Oh, oui, je crois aussi. C'est terrible! Oh, arrête ça! Oh, c'est terrible. Il affectionne particulièrement les lieux qui résonnent comme ici. Les amphithéâtres abandonnés, les couloirs naturels, et malheureusement, c'est un jardin interdit. Arrête ça! Saloperie! Oh! Le bouc en tête, les enfants, n'est pas dangereux. Il est classé 1X, avec ses gros orteils-là, ses stupides orteils poilus, stupides orteils poilus. Et oui, je me moque de toi, tu peux répéter, c'est de toi que je me moque, stupides orteils poilus. Non dangereux, oui, mais extrêmement perturbateur comme vous pouvez l'apercevoir. Sa présence est tolérée uniquement dans les zones non académiques. Il est interdit de manière formelle dans les bibliothèques non académiques. Non, arrête, pas les bibliothèques non académiques, les bibliothèques standards. Non académiques. Non, juste les bibliothèques standards. Non académiques. Arrête! Oh! Et dans les salles de classe. Non académiques. Non, juste les salles de classe. N'écoutez pas ce qu'il dit. Non académiques. Oui, de manière non académique, mais n'écoutez pas.
Interdiction qui est souvent ignorée comme vous pouvez le voir. Non académique. Non, arrête, par le bouc en tête. Non académique. Oh, ça m'ennuie. La majorité des sorciers le considèrent, les enfants. Ça lui va bien, mon sang. Comme inutile, encombrant et agaçant. Il vole les objets sans... Arrête. Il vote les objets sans aucune valeur. Oh! Il perturbe les examens, les réponses à voix haute. Oh! Pourtant, certains élèves l'adorent. Oh! Ça m'agace! C'est fou, ça! On peut pas être tranquille, ne serait-ce qu'une minute. Oh! Je n'en puis plus. Brrr. Certains élèves l'adorent pour son énergie. Oui, pour son énergie. Car il a beaucoup, comme vous le voyez. Il a beaucoup d'énergie. Son chaos répétitif et sa capacité à transformer un moment sérieux en désordre total. Le bouc en tête est toujours en mouvement. Et sa capacité à transformer un moment sérieux en désordre total. Oh, c'est agaçant, pitié. Il explore, il écoute, il répète, et sa capacité à transformer un moment sérieux en désordre total. On a compris, c'est bon. Non académique. On a compris. Oh. C'est fou, n'empêche. C'est fou, n'empêche. Arrête! Non, c'est fou, n'empêche. Et sa capacité à transformer un moment sérieux en désordre total. Tu m'agaces! Vile saloperie! Oh! Il évite instinctivement les lieux trop calmes ou trop ordonnés. Vile saloperie! Tu m'agaces! Oh non, arrête ça! Mais c'est fou, n'empêche! Saleté de bouc en tête, je n'en peux plus! Oh! Bien! Qu'est-ce qu'on dit du professeur aujourd'hui lorsqu'il fait le cours? Vile saloperie! Non! Non Oh, académique. mais non, mais c'est terrible! Tu m'agaces! Mais oui, tu m'agaces! Bien! Un silence prolongé, les enfants le met mal à l'aise, alors il comble avec du bruit. Regardez, plus de bruit. Et sa capacité à transformer Vile un moment sérieux tu m'agaces! C'est fou, n'empêche. Non, c'est agaçant. Mais enfin, c'est le bouc en tête, quoi. Oh, il vit longtemps. Trop longtemps, des fois. Vile saloperie! Oh, environ 50 ans, mais ne mûrit jamais vraiment. Ni émotionnellement, ni intellectuellement. Et sa capacité à transformer un moment sérieux en désordre total. C'est une constante. Bref, vous l'aurez compris, le bouc en tête, les enfants, n'est pas une menace. C'est fou, n'empêche. Oh, c'est une épreuve sonore. Il rappelle une chose essentielle. Toutes les créatures magiques ne sont pas là pour être utiles. Tu m'agaces! Comment ça? C'est la vérité, tu n'es pas utile, saloperie de bouc en tête. Vile saloperie. Non, c'est toi. Vile saloperie. Non, c'est toi. Vile saloperie. Je répète que c'est toi. Tu m'agaces. Mais oui, mais toi aussi. Tu m'agaces. Saloperie. Vile saloperie. Non, c'est toi. Tu m'agaces. Arrête, c'est toi. Vile saloperie. Stupide abruti. Mince. Et si jamais, les enfants, vous entendez dans un couloir pourtant vide une phrase que vous venez de dire, une phrase que vous venez, une phrase que une phrase que vous venez, une phrase que vous venez de dire. Saloperie. Oh, ce n'est pas un écho, c'est un bout en tête. Et le cours est déjà fini. Tu m'agaces. Mais non, c'est toi qui m'agaces. C'est fou, n'empêche. Comment ça, c'est fou? C'est toi qui es fou. Vile saloperie. Non, arrête. Une phrase que vous venez de dire. Tu m'ennuies. Oh, bien. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions ou pas? Oui, monsieur. Oui, allez-y, posez vos questions. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions ou pas? Non, on écoute le ver venin là-bas. Ville saloperie. Mais non, ce n'est pas une ville saloperie, c'est monsieur Nivalis. Non, vous ne m'agacez pas. C'est fou, non? Arrêtez! Allez-y, monsieur Nivalis. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions ou pas? Non, monsieur Nivalis. Oui, je voulais savoir où trouve-t-il toute cette énergie hein? Bien, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, il me fatigue. Je pense que, bien, il doit la trouver peut-être dans un si petit corps, hein. Tu m'agaces. Non, eh ben t'as un petit corps, c'est pas ma faute, d'accord? C'est fou, n'empêche. Ben oui, ben oui. Oh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Feuillargent. Tu m'agaces. Non. Oui.
Est-ce que les boucs en tête ils peuvent se déguiser en élèves par exemple pour faire la zitanie? Non. Non, 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 non. Non, ils ne peuvent pas. Ok. Non. Euh... Y a-t-il d'autres questions Moi. encore? Non. Moi j'en ai. Mais s'il y a des questions encore? Non. Si. Moi j'en ai. Si. Oui, Monsieur Forest, je vous écoute. J'ai deux questions. La première, c'est une précision. Vous aviez bien dit que son espérance de vie, c'est de 50 ans? Non. Si, je l'ai dit. Non. Mais si. Ok, parce Oh que dans le cours précédent, j'avais 150 ans, c'est pour ça. Je crois que j'ai... Attendez, je vais reprendre les notes. J'ai dit 150 ans ou j'ai dit 50 ans? Vous avez Et dit 150 ans. 150. 50 ans? 150. Oui, alors attendez, laissez-moi reprendre mes notes et ce que j'ai dit. Parce que je ne me souviens pas encore à 100%. 50 ans? académique. Non, 150 ans, j'ai dit. Oh, c'est ce qui était écrit. 150 ans, 150 ans. D'accord, 50 ans? merci. Non, pas 150 Merci, 50 ans. professeur. Et ma Comment deuxième question, est-ce que vous avez son nom latin? Oula, c'est une très bonne question. 50 ans? Non, c'est pas son nom latin, 50 ans. Arrête de dire des bêtises, il m'agace. Il m'agace. Non, si, non, si, non, C'est si, mon non, académie. si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, si. Arrête. Ok. Tu sinon, m'agaces, le nom mais oui. latin. Du coup, Non. son nom latin, je vais vous le donner. Alors, le nom latin, laissez-moi chercher, je vais vous le donner. Non, si. Alors. Ok. Non, si le nom latin. Non, mais non, mais non, mais non. Oui. Non. Non, Ah oui. non. Je sais pas ce que je voulais dire, non. Je ne trouve pas le nom latin. Oui. Tu m'agaces. 50 ans? Non. 50 ans, d'accord. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Oui. l'ombrasier. Qui? Non. Ah, là-bas. Monsieur Deschamps. Vous avez dit Non. Plus fort. Vous avez dit il raffolait des bibliothèques non académiques? Tu m'agaces. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Non. Oui, c'est ce que j'ai... Non, si, j'ai dit ça. Oui. Il n'aime pas les... Enfin, non, c'est pas les bibliothèques non académiques. Si, c'est des bibliothèques. Il m'a perdu. Oui. Oh. Ah non. Je crois que j'ai dit justement qu'il n'aimait pas, justement, enfin, qu'il était interdit dans les bibliothèques, eh bien, non académiques ou dans les zones non académiques. Et il a repris en disant, eh bien, il était interdit dans les bibliothèques non académiques. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Mais il est enfin, du moins, il est interdit normalement dans les bibliothèques non académiques. Non, dans les bibliothèques non académiques. Oh, je peux plus. C'est terrible. Il y a des l'ombrasier qui ont des questions en bas. C'est fatigant. Oui, monsieur Fenro. Est-ce qu'il y a un moyen efficace de les faire fuir? Eh bien oui, non, si, non. Bon ben non alors. Ah Les bah, ignorer, J'arrive pas à le faire peut-être. fuir comme vous voyez, Ça va aller, j'arrive monsieur, pas. Ça va aller. Non mais c'est agaçant, ces boucs en tête qui répètent tout, ça devient agaçant. Non académique. Monsieur, il y a une technique. Oui, Il va chercher des choses. Il est curieux. vous Faut jeter pensez? ça. Non. Ouais. 50 ans? Oh non, par contre, j'ai tout jeté. Monsieur là. Feuille-Argent. c'était trop. Oui. Tu m'agaces! vous avez- Non, l'écoutez pas. Non, j'ai tout Ah jeté. d'accord, bah, c'est pas grave. Non, Ça va, c'est tombé dans les vous avez dit qu'il avait Non, des petits yeux non, globuleux. Non. Oui. Oui. Oh. Du coup, est-ce que il voit correctement ou est-ce que c'est comme une taupe, il voit pas grand-chose? Bah, il y voit correctement, hein. Non académique. Eh oui, Ok. on peut dire qu'il y voit de manière non académique s'il veut. Hein. C'est vrai, Non, c'est vrai. tu m'agaces! 50 ans? Non, pas 50 ans. 1000 saloperies. Oh. 150 ans. 50 ans? 150 ans. Non. 150 ans. Non académique. Oui, mais il s'appelle Écaille. Est-ce qu'en répétant ce qu'on dit, il peut nous aussi nous faire passer un message et comprendre ou pas? C'est-à-dire, vous pouvez répéter? Bah, s'il répète après nous ou en style d'écho ou quoi, il peut essayer de nous communiquer un truc ou il répète juste comme ça un truc ou il y a un truc ou il y a un truc ou Ben, je crois qu'il le répète juste. D'accord. C'est tout. Non. Si. Y a-t-il une autre question? Quelqu'un qui crie, s'il vous plaît? Que j'entende bien. Monsieur Fizwick, n'avez-vous pas de questions, monsieur Fizwick? Non, monsieur, j'adore votre cours. Continuez, moi. Monsieur, j'adore votre cours. Monsieur, Allez. j'adore votre cours. Oh, Ah non. Ah, bon, agaçant. Il est agaçant, oui. 50 ans? Oh. Oui, Agaçant. monsieur Forest, on vous écoute. J'ai pas de questions. Ah bah écoutez, j'avais un spasme. Ah, vous aviez juste un spasme? Oui.
C'est juste ce que vous aviez? Bah, Il a, je crois il a bien, abusé oui. de la stimulus. Bon, Jamais. peut-être. C'est peut-être ça, il a peut-être abusé de la stimulus, vous avez raison. Miss Ashford, est-ce que vous avez une question? Criez, s'il vous plaît. Non, j'ai pas spécialement de questions personnellement. Pas de question, du En fait, coup. oui, non, il y a toutes les questions qui m'ont été posées non, jusqu'ici, oui, mais donc, non, oui, non, ah, Oh. oui, non, oui, non. Oh, Alors, Super, ça part, oui. c'est terrible. je n'en peux plus, hein. Ça va le faire. Oui ou c'est non? Ah ben, je sais Oui pas. ou bien c'est non, du coup. Ben, non, je sais pas. Vous en dites quoi, Miss Ashford? Bah, je pense que non. Bah, je pense que non. Ben, ça doit être non, alors. c'est non. Bah, je alors. pense que non. Bah, je pense que non. Bah, je pense que non. J'en peux plus. Oh, oui. Oui, je vous écoute. Bah moi ça n'a rien à voir avec le cours, mais est-ce que vous pouvez Bah, moi, faire ça un a rien à rappel voir des avec le points cours. Bah moi ça n'a rien à voir avec le cours. Oh, Oh, on a gagné un point. c'est agaçant. Du coup, oui, je vais vous donner le nombre de points. Bah moi ça n'a rien à voir avec le cours. Oui, c'est bon, on a compris. 50 ans? Arrête. Tu m'agaces. C'est toi qui m'agaces. Bah moi ça n'a rien à voir 50 ans. avec le cours. Oh. C'est fou, saloperie de bouc en tête. Oh Dieu, je déteste cet animal. Non, ben si. Alors, attention, les points. Non, ben si, je vais les donner. Tout d'abord, la maison Brise-Lune, 12 points. Ensuite, la maison Brise-Lune, 12 points. Non, je l'ai déjà dit, la maison Vervenin, 10 points. La maison Brise-Lune, 12 points. Oh. Ensuite, la maison Brise-Lune, 12 points. La maison Rongebois, 10 points. Et enfin, pour finir, la maison Brise-Lune, 12 points. La maison Lombrasier, 8 points. Ah, Ok, on est on a en deuxième remonté. position. Tu égalité m'agaces. avec Oui, tu Moldova. m'agaces. Saloperie de bouc en tête. On a avec 3 points. On n'a rien compris, monsieur, je suis désolé. Oh. 12 points, brise-le. Alors, on 10 recommence. points. Alors, du coup, la maison Brise-Lune, je crois qu'elle a 12 points. La maison Brise-Lune, 12 points. Oh. Ensuite, eh bien, du coup, il y a Vervenin ainsi que Rongebois. La maison Brise-Lune, 12 points. Qui est égalité, justement, à 10 points. Rongebois, Vervenin, du coup, 10 points. Et enfin, les Lombrasiers qui ont 8 points. La maison Brise-Lune, 12 points. Oui, c'est bon, ils sont premiers, on a compris. C'est bon, c'est bon. Saloperie de bouc en tête. Oh. Et donc, en fait, c'est des brises-lunes. C'est cool. Je ne sais Peut-être pas, que c'est- peut-être que celui-ci est Brise-Lune. Enfin bon, c'est pouce. Ouais, je Je pense. pense qu'il y a Mon plus Dieu. de musique qu'autre chose, mais. Je n'en peux plus, hein. Bon, allez, Merci beaucoup. je demande à tous les élèves de sortir à part les Brise-Lune, je vais vous donner vos points. Merci le bouc en tête. T'es Tu bien drôle. m'agaces. Oh. 50 ans. Non académique. Non académique. Orphée. Cours sur les champignons phosphorites avec le professeur Lightburn. Oui, au niveau de la couleur, peut-être, vous avez quelque chose à nous donner? Bah oui, c'était, en tout cas dans mes souvenirs, c'était assez une lueur un peu verte, peut-être un peu turquoise éventuellement. Uhum. Effectivement. Oui, mademoiselle Blackwood, quelque chose à rajouter peut-être? Oui, il a un long pied élancé assez fin de couleur blanche pâle et au-dessus il a un chapeau qui recouvre Tu peux parler des plus écailles fort? irrégulières. Oh, je répéterai, vous en faites pas. Merci. Des écailles irrégulières d'un noir profond constellé de plein de petites écailles vertes. Excellent! Très belle description. Donc effectivement, nous sommes sur un champignon qui pourrait vous sembler somme toute commun. Champignon relativement long, hein, à base blanche, sur lequel vous verrez un chapeau monté, noir, tacheté d'écailles presque vertes, et qui émettent une légère bioluminescence verte également dans l'obscurité. Donc en général, la texture de ce champignon, c'est un champignon relativement ferme, légèrement élastique, et qui offre donc une chair résistante au toucher. Au niveau de son odeur, elle est légèrement subtile, un peu herbacée, avec une légère note d'amertume rappelant la ciguë. Pour son habitat, en général, on retrouve la ciguë. Alors, c'est C-I-G-U accent tréma. Les deux petits points pour... Ok, une ciguë. Ciguë.
Au niveau de l'habitat, nous sommes sur une forêt montagneuse plutôt. Donc effectivement, le bois chantant entouré de montagnes, ça compte. Niché au pied des arbres anciens. Il aime les zones humides et ombragées, comme tous les champignons, et adore la lumière du soleil. Sa lueur verte trahit souvent sa présence dans la nuit, formant discrètement des cercles lumineux au sol. Oui, Tobias. Est-ce qu'il pousse aussi sur les pieds de Zip? Bon, ça, vous verrez ça avec Mademoiselle la flûte. Hein. Ok. Mais je garde la remarque. Parce qu'elle a des champignons aussi des fois. Très bien. Hmm. On va peut-être pas les récolter, ceux-là. Ouais. Ils sentent pas très C'est bon. vraiment pas sympa, Tobias. Mademoiselle Hewitt, on se calme. Donc, au niveau de la récolte, à votre avis, donc, quel est le moment idéal pour aller cueillir ces petits champignons phosphorescents? Oui, monsieur Viergeant? Je dirais de nuit, parce que du coup on les voit bien grâce à la lueur phosphorescente. Excellente réponse. Merci à vous, Sylvaine. Donc, effectivement, la nuit, plus facilement reconnaissable à leur lueur verte. Pour ce qui est du moyen de récolte, pour préserver leur vitalité ainsi que les spores qu'ils dégagent, il faut sectionner le pied à ras du sol avec une lame fine. En général, un petit scalpel peut aider. Attention, ne touche jamais le chapeau. Le moindre contact direct avec celui-ci pourrait l'abîmer et donc altérer la conservation des spores. Ce qui est du champignon en lui-même, sa conservation, on prend un contenant hermétique, parfaitement sec, on évite l'humidité, car elle favorise la dispersion de ces spores, réduisant ainsi la quantité qu'on pourrait en extraire. Tandis qu'une exposition prolongée à la lumière tend à l'assécher et à altérer ses propriétés lumineuses. On essaye de les stocker dans de bonnes conditions, donc un contenant hermétique, je vous ai dit, parfaitement sec. S'il faut, vous l'épongez avec ce que vous avez épongé, vous l'essuyez derrière. On peut conserver, donc dans son état et avec toute son efficacité pendant plusieurs mois, ce champignon, effectivement, si vous avez le bon contenant. Savoir qu'elle est utilisée, donc ce petit champignon, dans plusieurs potions, ça vous les verrez plus tard, évidemment. Et donc son dérivé naturel sont les spores de phosphorite, dont nous allons parler juste après. Jusque-là, pas de questions? Non. Très bien, je continue. Ah si. Attendez, monsieur, attendez. Est-ce qu'on peut les utiliser dans certaines potions? Je viens de le dire. Et là, vous allez me Oui, dire mais- lesquelles. Justement. Et je vous C'est ça que je veux répondrai, vous le verrez en cours de potion. Ouais, je comprends. Oui, Tobias? Quand on le récolte, on n'est pas obligé de mettre des gants, il est pas toxique? Non, alors il n'est pas Ok. toxique. La seule chose, toujours, on fait attention au chapeau. Parce qu'évidemment, si vous veniez à toucher ce petit chapeau, vous libéreriez les spores, ce qui ferait que vous en auriez une plus faible quantité de récolte. Mais sinon, il n'est absolument pas toxique. Néanmoins, quelques effets secondaires dont il faut que je vous parle. Ce qu'on appelle la dégustation lumineuse, jeunes gens. Il est fortement déconseillé de l'avaler. Outre les problèmes d'estomac que cela rencontre sur plusieurs jours, sa consommation provoque également une luminescence diffuse sous la peau, rendant la personne qui en a consommé phosphorescente pendant plusieurs heures. Alors à moins de vouloir vous transformer en lumière, je vous déconseille d'en avaler. Également les spores, on fait attention, les spores émis peuvent provoquer des vertiges, des picotements oculaires légers. Donc évidemment, nous le verrons après, mais conseillé de porter un masque, voire des lunettes protectrices.
On dit également que les botanistes utilisent donc souvent des masques filtrants magiques lors de ces manipulations. Puis il y a également la rémanescence spectrale. Après une longue manipulation, certains alchimistes rapportent que leurs mains continuent de luire faiblement dans le noir, signe que la phosphorescence du champignon peut imprégner temporairement les tissus vivants. L'effet disparaît au bout de quelques heures, mais ce n'est pas pratique. Surtout quand on cherche la discrétion. Après, monsieur, c'est pas mal en veilleuse la nuit. Par contre, évidemment, si votre objectif est de vous faire remarquer, vous en mettez plein les mains et vous aurez de jolis gants luminescents. Oui, monsieur, oui. Sans citer les potions utilisées, quelles sont les propriétés du champignon? Pourquoi il est prisé? Alors, justement, pour sa phosphorescence en partie, enfin sa phosphorescence et sa luminescence plus particulièrement. Puis pour d'autres capacités un peu spéciales, mais je préfère pas vous en dire trop, vous allez voir, on continue avec le sport, ça vous éclairera peut-être un petit peu plus. Ah, le jeu de mots était très bien, monsieur. J'essaye de rendre ça divertissant, voyez-vous. Oui, c'était hilarant. Pas compris. Merci, Rhodes. Je vais vous éclairer sur les sports, ça va peut-être rendre les choses un peu plus lumineuses pour vous. Ok. La phrase était incroyable. Donc, pour ce qui est des sports, c'est ni plus ni moins qu'une poudre extrêmement fine et volatile, comme tout autre sport, semblable à un nuage microscopique d'émeraude. Donc cette fameuse lumière verte, elle vient des spores. Quand ils sont dégagés de ce champignon, créent une bioluminescence naturelle autour de celui-ci. Dans certaines conditions, les spores semblent se déplacer lentement, comme attirés par un flux magique environnant. Donc on a dit de couleur verte émeraude, plutôt doux, presque translucide finalement. Cette luminescence naturelle devient plus vive lorsqu'elle est agitée ou exposée à une magie active. Donc on retient bien d'un vert émeraude, doux, presque translucide. Ces spores sont attirés donc par un flux magique, invisible, extrêmement volatile. Effectivement, si on les agite, on peut s'exposer donc à cette luminescence. Au niveau de la texture, plutôt léger et soyeux. Elle colle facilement aux peaux et surfaces humides, chargées en magie. Comme le champignon, elle dégage une odeur herbacée, légèrement amère. Donc on a dit note herbacée, légèrement amère. À votre avis, donc on a dit pour le champignon, la récolte se fait de nuit, est-ce que plus visible? Quel est le moment idéal donc pour récolter les spores? Pareil, monsieur, en pleine nuit. Alors, c'est plutôt autre chose que je recherche. Sous une lumière spéciale. Alors, oui, monsieur Way, dites-nous. J'allais dire, logiquement, une fois qu'on les a accueillis, du coup, on peut la récolter à n'importe quel moment sur un laboratoire de potions. Tout à fait. Par contre, afin de faciliter la libération naturelle des spores, on peut le faire dans un environnement saturé en humidité. D'accord? Donc je vous disais, le champignon, on le contient dans quelque chose d'hermétique et dans une zone non humide. Par contre, une fois que vous les avez conservés, si c'est les spores qui vous intéressent pour la récolte, vous mettez 2 gouttes d'eau dans la boîte, l'humidité se fera d'elle-même et les spores se dégageront.
Attention donc pour la méthode, on détache le chapeau du champignon phosphorique pour exposer ses lamelles, donc c'est ce qu'il y a au dos du chapeau. Puis on les place sur un papier absorbant, imbibé d'eau pure, donc c'est ce que je vous disais, le principe d'humidité. Vous couvrez le tout d'un récipient opaque afin d'isoler la lumière et d'empêcher les spores de s'échapper. Et en quelques heures, l'humidité déclenchera l'expulsion des spores qui viennent se déposer uniformément sur le papier. En général, 4 à 5 chapeaux suffisent pour remplir une feuillole ou un sachet de spores. Donc n'y allez pas à coups de 20 champignons, inutile, vous en mettriez partout. Pour ce qui est de la conservation, ils doivent être stockés dans un contenant hermétique, à l'air filtré, de l'humidité et des flux d'air environnants, parce que c'est extrêmement volatile, comme on l'a dit. En général, elles conservent ces spores une activité lumineuse pendant plusieurs années, lorsqu'elles sont correctement récoltées et isolées. Pas de questions? C'est très clair, monsieur. C'est clair. Bien. Eh bien, pour son utilisation magique, il y en a une. Certains connaissent peut-être, c'est la lampe de phosphorite. Donc la lampe de phosphorite. potion Non, 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 pas de potion pour le moment. Lampe de phosphorite. Vous verrez les champignons, c'est dans d'autres potions. Par contre, pour ce qui est du spore en lui-même, on a la lampe de phosphorite du coup. Donc un éclairage alchimique reposant sur la résonance entre la lumière et les ténèbres. Cette lampe, composée d'un globe de verre, renferme des spores de phosphorite volatiles en suspension. Et dans un tube central, il est traversé par un cylindre mobile contenant des fragments de ténébris. Je ne vais peut-être pas vous expliquer le fonctionnement, hein. C'est assez long, complexe. On dit que les artisans alchimistes apprécient cette lampe par sa double utilité. Elle éclaire sans chaleur ni flamme. Donc quand vous voulez éviter d'endommager par exemple des éléments alchimiques qui supportent faiblement la contrainte à la chaleur, c'est idéal. Et son mécanisme symbolise l'équilibre éternel entre la lumière et l'ombre. La lumière générée par les spores de phosphorite et l'ombre par l'éclat de ténébris. On dit qu'en la regardant longuement, certains perçoivent même dans le globe la danse invisible de deux forces opposées, prisonnières d'une harmonie fragile. Au niveau des effets secondaires, jeunes gens, lorsqu'elles sont exposées, les spores, à une énergie d'affinité ténébreuse, comme on a dit, les éclats ou cornes de ténébris, ou peut-être les racines d'ombreflux, les spores de phosphorite réagissent de manière spectaculaire. Leur lumière entre en conflit direct avec les ténèbres. Si la magie obscure domine, les spores s'éteignent, créant une fumée sombre et collante. Mais si la luminescence l'emporte, elle s'enflamme d'un éclat vert intense, renforçant ses propriétés. Les alchimistes, expérimentés, je précise bien, utilisent parfois ce phénomène pour tester la pureté énergétique d'un environnement, ou peut-être celle d'un ingrédient, ou éventuellement pour booster l'efficacité des spores. Il y a également l'inhalation de ces spores,
qui peuvent provoquer des vertiges, comme je vous l'ai dit, ou des picotements. Donc on essaye de porter un masque quand on récolte ou quand on utilise ces champignons. Également la respiration lumineuse. Lorsque vous inhalez par accident ces spores en grande quantité, sur une courte durée, vous pouvez temporairement colorer votre respiration d'une teinte verte. Visible dans l'obscurité, néanmoins sans danger, mais spectaculaire. Et puis pour la blague, on pourrait croire qu'on voit directement votre haleine sortir de votre bouche. Monsieur, il y en a, ça leur arrive déjà. Hein. Ah ben vous avez une sacrée vision, Rhodes. Non, je vous assure, mon tonton, le matin, quand il se lève, on voit une fumée verte qui sort de sa bouche tellement il pue. Ah ben peut-être qu'il a pris des spores, effectivement. Ou peut-être qu'il en crée même. Oui, peut-être qu'il a des champignons dans la bouche, oui. C'est peut-être un champignon. Il y a une étude à faire. Hein. Ah, clairement. Eh bien, jeunes gens, y a-t-il des questions? Non, j'ai été assez clair. Oui, monsieur. Monsieur John Harry, quelles sont les conséquences de l'ingestion d'un champignon de phosphorite? Très bonne question. Ah ben bravo. Je Donc on sais, a monsieur, je suivi. sais. Monsieur McMurphy. On devient bioluminescent comme le champignon. On devient brillant en gros. Monsieur Feuillargent. Oui, il y a aussi des problèmes de maux de ventre, je crois, en plus. Oui, exactement, c'est ce que je cherchais. Les fameux maux de ventre. Mademoiselle Ardenne. Dans quoi conserve-t-on les champignons de phosphorite? Alors on le met dans un contenant hermétique parfaitement sec. Très bien. Très bien. Mademoiselle Rhodes. Oui, monsieur. Comment récolte-t-on les spores de phosphorite? On coupe avec une lame tranchante à ras le pied et il faut surtout pas toucher la tête pour pas diminuer la quantité de spores. Ça, c'est le champignon. Là, je vous parle des spores. Ah, on met le champignon sur... on coupe la tête pour pouvoir exposer les lames et ensuite on prend un papier absorbant qu'on humidifie avec quelques gouttes, on pose le champignon dessus et on met un récipient opaque, on laisse agir quelques heures et après ça va venir se déposer et 4 à 5 champignons suffisent. Excellent. Je le sais, monsieur, merci. Pour finir, monsieur Astradel, les conséquences donc, de l'inhalation de spores. Il y en avait 3 peut-être. Donnez-moi-en 2 si vous les avez. Je vais pas tout noter, ça limite, mais peut-être le fait de soi-même être bioluminescent si jamais on le touche avec les mains. Très bien. Et je crois que j'ai pas noté le reste. Je vais vérifier, mais je crois que j'ai pas noté. Ah, c'est dommage, mademoiselle Blackwood, vous voulez pas aider votre camarade? C'était pas les maux de ventre également? Non. Il y avait maux de ventre, il y avait le fait qu'on devenait lumineux également, enfin que notre peau, en dessous de notre peau, ça devenait luminescent. Ça oui, donc c'est ce qu'a dit monsieur Astradel. Madame Hewitt, là, qui je sens est tout excitée derrière. Des vertiges et des picotements. Alors, effectivement, les yeux et la gorge, picotement, voire même grosse démangeaison. Ça c'est pour l'inhalation. On avait dit la respiration lumineuse également, en conséquence. Et ce qu'on appelle donc le conflit des sens entre les ténèbres et la lumière. C'était les 3 que je voulais réentendre. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut créer des lampes phosphorescentes ou pas? Vous pourriez, oui, totalement, mais c'est assez complexe comme système. Hein. Vous voulez peut-être que je vous dise comment sont faites les lampes phosphoriques? Ouais, franchement, ce serait trop bien. Oui,
s'il vous plaît. Allez, je vous le dis. Nous dites pas en Chine sur AliExpress, monsieur. C'est pas drôle. On les importe de chez les Golmus. J'ai des pointes émues, si vous voulez. Je rigole toute seule de ma blague. Non, je rigole aussi, mais je me... Merci, copain. Monsieur, on ne vous entend pas. Ouais, si vous parlez depuis tout à l'heure, on vous entend pas. Vous m'entendez pas? Oh, Là, non, oui, par contre. ça c'est quand je parle dans ma moustache. Ça, Ok, ça m'arrive souvent. Donc je disais, donc le cylindre dans lequel contenu le fragment de Ténébris, lorsque vous le poussez dans le tube dans lequel est contenu donc les spores de phosphorite, l'énergie donc ténébreuse émise rentre en contact avec la source de lumière émise par les spores de phosphorite, ce qui immédiatement crée une réaction qui vient soit augmenter en fonction de la quantité de ténébris que vous avez mis dans votre petite fiole, vient augmenter la capacité donc lumineuse qu'on a dit donc des spores de phosphorite. Cette interaction illuminant donc une pièce d'une lumière verte est stable. Lorsque l'on retire donc le cylindre, la source sombre s'éloigne et les spores donc s'affaiblissent, ramenant donc une douce clarté suffisante pour une veille ou un bureau plongé dans la pénombre. Donc, en fait, c'est un système avec un cylindre dans lequel sont contenus des spores et dans lequel vous avez un petit tube avec un éclat de phosphorite qui se déplace et qui, en fonction, s'éloigne ou se rapproche des spores, les faisant se développer ou alors réduisant leur potentiel luminescent. Du coup, monsieur, il faut un bon équilibre de ténébris parce que sinon, s'il y en a trop, ça pourrait éteindre les spores, c'est ça? Exactement, vous avez tout compris et bien retenu. Un fragment trop fort, trop puissant ou une trop grande quantité ferait complètement annuler les effets des spores de phosphorite. C'est bon pour tout le monde? Oui, C'est bon, monsieur. Oui, professeur. Eh bien, je vais demander à tous de sortir et je vais récupérer en premier l'ombrasier. Monsieur. Alors, on lance Ouais, un elle petit était partie cours un peu de n'importe créature comment. magique. Je sais plus sur quoi il va le dire, je pense. Parfait. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en deuxième année en qui j'ai jamais enseigné encore ou tout le monde me connaît? Non, moi je vous connais pas, professeur. Alors, Parfait. Bon, ben, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Marcus Clearwater, professeur ici à Vanguard depuis environ quelques mois et attitré à la maison Vervenin. Avant le début du cours, j'ai cru entendre dans la file d'attente qu'il y avait certaines interrogations que vous aviez en dehors du sujet de ce cours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ou qui vous dérange? Oui. On va commencer par l'orange-bois au fond. Je pense que ça relie sa question. On s'inquiète un peu pour l'école vu qu'il y a beaucoup de professeurs qui partent. C'est ça ma question. On se demande si c'est pas... on s'inquiète un peu, quoi. Comment ça se fait qu'ils partent et pourquoi il y en aurait autant d'un coup? Et surtout que c'est des piliers en plus. Et surtout que Donc, certains professeurs sont des... Je présume ici présent que vous faites référence à M. Sterling, à M. Isop et à M. Ground, c'est bien ça? Oui. Oui, et moi, nous, on voulait savoir. Ok, avant tout, je tiens à vous dire, les élèves, que le métier de professeur n'est pas un métier des plus reposants et des plus faciles. C'est un métier qui peut être en soi soit très agréable et jovial, selon l'humeur des élèves, mais c'est également un métier qui en demande beaucoup au corps enseignant. Et encore plus, si le professeur a des responsabilités un peu plus poussées, comme être membre du conseil ou être un directeur de maison. Donc en soi, ce n'est pas tous la même raison qui a poussé le départ de vos professeurs adorés.
Certains ont eu des raisons un peu plus personnelles, certains, c'était la charge de travail qui était peut-être un peu trop demandant. Sachez que ce n'est pas aucunement le conseil ou le CMS qui a mis pression sur ses professeurs pour qu'il y ait départ. Malheureusement, certains professeurs ont tendance à ne pas trop vouloir jouer en équipe. Donc, encore là, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Donc, il y a certains professeurs qui sont un peu plus solitaires, qui prennent un peu mal la critique. Mais certains professeurs ont simplement décidé de peut-être changer de métier pour avoir une meilleure liberté d'esprit, ou du moins moins de responsabilité. Donc, sachez, les enfants, que oui, le corps de professoral est un métier comme tous les autres. Donc, oui, il est normal que certaines personnes ne se sentent pas à leur place et décident de changer leur carrière. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est les supporter dans leurs décisions et leur souhaiter la meilleure des chances. Oui, Rochebois, est-ce que ça répondait à votre question? Oui, j'en ai. On a appris comme quoi certains professeurs étaient... Et quoi? Certains professeurs ne faisaient pas assez de cours, d'après certains, et comme quoi d'autres professeurs en faisaient trop, et du coup ils ont été forcés à faire moins de cours. Est-ce que c'est vrai, et pourquoi? Pourquoi dans ce sens-là, et pourquoi prendre une décision inverse? Ok. À cette question, dans le fond, oui, il existe un certain barème de quota de cours qui est demandé par le corps enseignant au complet. Que ce soit même les membres du conseil, que ce soit les directeurs de maison, tout le monde qui se prétend être professeur est soumis à un nombre de cours qu'il doit faire. Dans ce cas-ci, oui, en effet, il y a certains professeurs qui ont de la misère à atteindre ce quota et certains le dépassent amplement. Donc oui, dans les deux cas, nous allons rencontrer ces personnes. Bien sûr, pas dans l'optique de faire une sanction, mais plus pour comprendre ce qui se passe et ce que nous pouvons changer. Donc, dans un certain cas d'un professeur, oui, il y avait un certain cas d'un professeur qui faisait beaucoup de cours, ce qui brimait ses camarades et ses collègues en faire eux-mêmes. Donc, nous voulions nous assurer que la personne qui faisait trop de cours n'avait pas une charge mentale trop élevée et qui pouvait pousser à faire ce qu'on peut appeler, pardonnez-moi de l'anglais, un burn-out. D'autres questions? Oui. Est-ce que... Désolé, vas-y, je te laisse. Comment vas-y, vas-y. Non, c'est bon, j'ai pas trop de questions. Ok. Nous, chez les Brise-Lune, on est un petit peu perdu, j'ai l'impression, parce qu'on ne voit plus nos directeurs de maison. Donc, du coup, on est un peu perdu. Oui, dans le fond, vous, les Brise-Lune, votre cas est particulier puisque votre directeur de maison a attrapé un vilain virus, mais il devrait être de retour sous peu, ou du moins c'est ce qu'il a annoncé, donc c'est aucunement volontaire de la part du directeur, ne vous inquiétez pas, il sera de retour. Il me semble que vous avez toujours accès à envoyer des hiboux à votre sous-directrice, Miss Saint-Fleur, pardon. D'accord, ok. Pour ce qui est des Lombrasiers, même principe, jusqu'à temps que le conseil nomine quelqu'un au poste de directeur de maison. Vous pouvez vous référer à votre sous-directeur, M. Smant. Et bien entendu, si vous n'avez pas de réponse de vos sous-directeurs, rien ne vous empêche de remonter l'information au conseil. Nous serons en titre de référent en attendant qu'on puisse vous trouver quelqu'un de confiance. Oui, M. Feuille d'Argent. On a eu beaucoup de départs chez les Lombrasiers et même les nouveaux arrivants, en professeur, ils n'ont pas l'air d'être très présents. Vous pensez qu'il va y avoir des recrutements en plus dans la maison ou pas du tout? Oui, c'est une possibilité. On va voir avec le DEM tout ce qui s'offre à nous pour pouvoir pallier à ce problématique. Vous savez, dans le corps professoral, il y a beaucoup de roulements. Donc oui, il se peut qu'il y ait des postes qui soient ouverts pour combler les postes qui ont été vaqués. Encore une fois, on va étudier la question. On va pas, quitte à peut-être nommer un directeur par intérim ou un autre directeur référent en attendant. Nous allons trouver la perle rare pour remplacer le poste de M. Grant. Oui. Donc, dernière question en dehors du sujet. Après, nous allons passer au sujet principal. M. Whitmore. Maintenant, on doit se référer à qui? Jamais on a des questions par rapport aux autres maisons, à part le directeur adjoint.
Sachez que tous les directeurs de maison travaillent de concert et en équipe. Donc, dans votre cas, M. Whitmore, si vous avez des questions sur une autre maison, vous pouvez toujours aller parler à votre directeur, M. Lightburn. Même principe, les enfants des autres maisons. Si vous ne savez pas à qui vous adresser pour un problème, vous pouvez trouver n'importe quel sous-directeur ou directeur et la personne va transmettre l'information à la bonne personne. Donc, dans tous les cas, comme je vous dis, c'est un travail d'équipe. Donc, même si vous parlez à nous, les professeurs qui ne sommes pas vos directeurs, nous allons trouver le directeur qui pourra vous prendre en charge et vice-versa. Donc, sachez que c'est pas parce que vous avez plus votre directeur que nécessairement vous êtes abandonné. On s'occupe de vous et on trouve des solutions pour corriger ce problématique. Monsieur, chez les Rosebois, on a notre... c'est l'un des meilleurs et il est très persévérant pour être dans la salle où il faut rien. Désolé, c'était... C'est vraiment le meilleur, hein, mais... Franchement, il a vraiment raison, je vous mens pas. Grand respect à lui. Grand respect à lui hein, pour le travail qu'il donne. Les enfants, sachez que M. Lightburn met beaucoup de son énergie, même si vous ne le voyez pas circuler dans l'école. Sachez qu'il travaille énormément. Non, pas Lightburn, monsieur. On ne parle pas de M. Lightburn, on parle de Monté Allegri. Monsieur, il est deuxième au classement, c'est le meilleur. Oui, mais sachez monsieur... C'est d'autres choses à côté, quoi. Vous avez l'avantage de Rongebois d'avoir 2 sous-directeurs également, avec un directeur présent. Donc oui, comme je vous l'expliquais, ça s'applique avec M. Allegri. C'est pas parce que physiquement il est dans la salle à faire que dalle que vraiment il fait rien. Sachez qu'il travaille beaucoup et énormément dans l'ombre pour faire avancer, pour avoir, oui, il travaille dans l'ombre, M. Allegri. Ah, c'est pour ça, je savais pas. Quand je te dis qu'il travaille dans l'ombre, il travaille bien dans l'ombre. Donc, dernière question pour vrai, Miss Léola, allez-y. J'aimais bien le professeur Jenkins, mais je le vois plus, il est parti. Monsieur Jenkins, c'est un cas qu'on doit justement investiguer pour essayer de comprendre, puisque nous n'en avons pas beaucoup de nouvelles. J'ai cru comprendre qu'il avait tombé malade lui également, mais on va faire un suivi. Allegri, les gars, c'est le plus gros des cracks, hein, vraiment. Parfait. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin du cours. On est là pour vous aiguiller. Donc, en partant dans le vif du sujet, le Ténébris, une créature magique qui est également appelée une ombre vivante et un gardien nocturne. Quoi? Monsieur, vous pouvez répéter son nom, s'il vous plaît? Le Ténébris. T, E accent aigu, N, E accent aigu, B, R, I, S. Tao, réveille-toi. Vous avez dit une ombre? Oui, je t'ai enlevé le bonnet. Il est souvent appelé l'ombre vivante et le gardien nocturne. Mes 4 objectifs sont qu'à la fin du cours, vous soyez en mesure d'identifier un Ténébris par ses caractéristiques magiques, de comprendre son rôle écologique et magique, de vous expliquer pourquoi il est classé comme étant un non-être, et peut-être comment adapter votre comportement si vous faites une rencontre nocturne avec cette créature. Donc, une petite mise en situation, les enfants. Voilà. Oh non! Oh non! Bougez pas, bougez pas. Ah, ça y est! Restez assis. Restez assis. Ils sont dans l'école, professeur? Attendez. Il va y avoir annonce. Ok, parfait. Restez ici, restez assis. Ça va, c'est le hameau. Ok. Ça va mieux? Ah oui, ça va. C'était effrayant. Est-ce que vous avez encore la Ça tête? fait peur, monsieur. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu disais, la peur? Oh non, il y a encore une attaque au hameau. Ouais, c'est exactement ça. Sachez également, les enfants, que nous sommes en train de tout faire pour cette problématique. Gardez en tête, les enfants, que les protections du château sont encore puissantes. Malheureusement, oui, pour certains, comme vous avez pu l'entendre, ça peut se produire, mais physiquement, vous êtes en sécurité. Nous allons tout faire pour trouver la source et de quel endroit provient cette
cette alerte? Est-ce que tout va bien? Oui. Oui. Ok. Parfait. Nous allons continuer à parler du Télébris pour nous changer les idées. Et on va pouvoir faire ça ensemble. Ok, parfait. Donc, imaginez-vous que vous traversez une forêt magique de nuit. Vous avez une lune qui filtre à peine à travers les branches des forêts. Une ombre vous suit. Et cette ombre change de forme. Est-ce un prédateur, un esprit ou une illusion? Quelle serait votre première réaction? Allumer une flamette. Allumer une flamette. Monsieur Whitemore. Allumer la flammette et partir à courir. Donc, fuir, Miss Knight. Me cacher. Vous cachez. Excellent. Donc, cacher, observer. Monsieur Sébastien. Plus fort, Prendre plus l'esprit fort. clair, prendre l'esprit clair, oui, en effet, ça pourrait vous en... Si vous êtes sous confusion, ça peut vous aider. Monsieur Feuille d'Argent. Éclairer la zone pour voir ce qui me suit, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que... Parfait. Et en dernier, Monsieur Lombrasier. Essayer de garder mon calme et comprendre la situation. Parfait. Toutes ces réponses sont bonnes. Bien sûr, certains vont fuir, certains vont attaquer, observer, appeler à l'aide ou investiguer. Mais il est possible que, si ça vous arrive, que vous veniez de croiser un Télébris. Un Télébris, en apparence, il va s'agir d'une masse d'ombre douce et mouvante. Elle va prendre la forme la plus commune d'animaux forestiers, tels un renard, un hibou, un cerf, un lapin. Et il va se promener dans la forêt avec cette apparence. Elle aura des aspects de brume noire au reflet argenté. Attendez, vous écoutez. Oui. Donc elle prend la forme d'animal forestier. Donc que ce soit un renard, un hibou, un cerf, un lapin. Elle aura en apparence une brume noire au reflet argenté. Ces signes distinctifs sont leurs cornes translucides. Donc, une corne translucide qui est faite de cristal magique. De cristal de magie nocturne. Cette corne a pour but de stabiliser la forme du Télébris et d'empêcher sa dissipation. Donc, c'est elle qui va canaliser son aspect de brume et prendre l'apparence d'un animal. Son aspect de brume et de quoi? Et la forme d'animal qu'elle aura choisi. Lorsqu'elle prend la forme de l'animal, elle prend pas la couleur, elle est encore brumeuse. Elle reste sous l'apparence d'une brume noire au reflet argenté, mais la silhouette sera la forme d'un hibou, d'un cerf ou d'un renard ou peu importe. Donc, outre sa corne translucide, ses yeux lumineux seront un autre signe distinctif. Donc, ses yeux lumineux, principalement de couleur violette, bleu ou gris. Vous comprendrez que de connaître la taille d'un Télébris est très compliqué, étant donné que ça va varier d'un animal à l'autre qui prend forme. Donc sa taille et son poids seront variables. Taille et poids variables. Pardon. Donc, pour son origine, la première fois que cette créature a été découverte, c'était en Allemagne, dans une forêt noire. Donc, son point d'origine est en Allemagne, dans une forêt noire. Et après de recherches, nous avons vu que le Télébris préfère tous les forêts magiques éclairées par la lune. Donc, tous les forêts magiques
filtrés par les lumières de la lune. Son espérance de vie est incalculable, puisqu'il est dur à savoir, vu qu'on ne peut pas en capturer, en domestiquer. C'est dur de capturer de la brume. On peut varier. On peut penser qu'elle vit quand même assez longtemps, en autant que la forêt demeure imperturbée. Comme je vous disais au tout début du cours, cette créature a été classifiée comme étant un non-être et non un animal. Elle est encore plus brumeuse que la biche des brumes. Son niveau de dangerosité est de 2x. D'après vous, pourquoi une créature qui est quand même relativement paisible peut-elle être classifiée 2x? Miss Knight. Elle nous veut pas de mal. Elle ne veut pas de mal. Excellent. Quelqu'un d'autre? Miss Léola? Elle est 2x, pas 1x, parce qu'on peut pas la domestiquer. Oui puis non, ça dépend. 2x, c'est quand même considéré comme étant faible. Les créatures avec le plus haut dangerosité seront plus difficiles à domestiquer qu'elles-mêmes. Mais en soi, si vous savez, le niveau de dangerosité, la classification, oui, on classifie son niveau de danger, mais ce qui rentre en compte est également le niveau de rareté. Du coup, on peut voir que leur présence est assez faible, mais vu que c'est une créature paisible, il sera classifié 2x. Donc, pour sa nature et son rôle dans l'écosystème, cette créature est née de magie naturelle. La magie naturelle de la nuit. Elle se déplace totalement de manière silencieuse. Sachez que voir un ténébris n'est pas, c'est pas une présence de danger. C'est une créature calme. Elle apporte le calme, la fraîcheur et l'apaisement. Son rôle dans l'écosystème est de protéger les chemins nocturnes, d'éloigner les prédateurs et d'apaiser les créatures anxieuses. D'où pourquoi on l'appelle le gardien nocturne. Il protège les petites créatures qui pourraient être nerveuses en les apaisant. Elle va éloigner la présence de prédateurs en prenant eux-mêmes l'apparence d'une créature. Et va protéger tout chemin nocturne. Vous pouvez redire les trois, s'il vous plaît? Oui, donc elle protège les chemins nocturnes, éloigne les prédateurs et apaise les créatures anxieuses. Contrairement aux rumeurs, le ténébris ne cherche pas à effrayer. Malheureusement, les humains craignent les ténébris car souvent, ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et ces créatures est, ma foi, très mystérieuse et discrète. Il existe certains mythes parlant du ténébris. Dans ces mythes anciens, on va parler d'une union entre l'ombre des arbres et la lumière de la lune, ce qui aurait été pour cause de la naissance des ténébris. Donc l'ombre des arbres ou la lumière de la lune, et la lumière de la lune, pardon. Et ce qui nous aurait donné une corne avec qui serait un fragment de lune. Mais encore une fois, c'est des mythes, c'est des légendes. On ne sait pas si
On n'a pas pu en avoir une sous la main pour l'analyser, mais ça reste des contes et légendes. Que la corne serait un fragment de lune solidifié. Et que le Ténébris serait né de la lumière de la lune et de l'ombre des arbres. Oui, Miss Blackwood? Parlez bien fort, Miss Blackwood. Si par exemple on trouverait cette corne, à quoi elle servirait? Encore une fois, on parle d'une source de magie concentrée. Donc peut-être qu'il pourrait être utilisé comme catalyseur. Qui sait, peut-être que ça peut être un ingrédient pour être dans une baguette. Qui sait, mais encore une fois, c'est extrêmement rare. Donc dur d'avoir la réponse juste. Miss Lola? Oui, est-ce que quand elle n'a pas une forme animale, elle a quand même la corne pour rester... Ou la corne est juste là quand elle se transforme en animal? La corne fera partie intégrante de la brume, sera masquée par la brume et sera sur la tête de la créature qu'elle aura choisi de représenter. Pardon. Donc, oui. Donc le Ténébris est un symbole dans ces légendes de stabilité dans un monde nocturne. Et elle serait l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Dans certaines cultures, on parle du yin et du yang, le bien et le mal, le jour et la nuit, le blanc et le noir. C'est un peu le même principe. Elle sera l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Extrêmement balancé. Il n'y en a pas. Pardon? Non, parce que j'ai un neveu qui nous demande l'expérience de vie, mais il n'y en a pas. On sait pas pourquoi. Non, c'est incalculable. On peut pas savoir si le Ténébris, si c'est toujours le même qu'on croise. Les cornes semblent toutes se ressembler. Donc c'est un peu dur avec les recherches et l'IFFM n'arrive pas à avoir la réponse. Merci beaucoup. Oui, Miss Liala? C'est quoi son alimentation? Excellente question. Son alimentation, on dit qu'elle absorbe et se nourrit de lumière au travers de sa corne. Sa corne serait un catalyseur qui absorberait la lumière environnante. Attention, c'est pas si vous faites une flamette, elle va pas se nourrir dans votre flamette, c'est vraiment la lumière et l'énergie de la forêt. Donc c'est pour ça qu'elle se tient dans les forêts qui sont Comme les éclairées cornichons. par la lune. Donc vous ne la retrouverez pas dans les forêts trop denses où la lumière ne filtre pas. Pourquoi il n'y a plus de lumière, professeur? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Oui. Il n'y a plus de lumière? Non. Bah, ouvrez les Si, yeux. si. Ah, bah, Moi, je vois si, dans la si, lumière. hein. Ah. Si, il y a la lumière. Bah, ouvre les yeux, Kylian. Ah oui, mais ils sont ouverts, monsieur. Monsieur Vas-y. Draven, Quoi, c'était frigolé? Monsieur Draven, est-ce que vous avez une question au fond? Oui, j'ai une question. Peut-être que le Ténébris ne meurt jamais? Peut-être. Étant donné qu'il c'est un non-être, on pourrait penser qu'il pourrait être presque éternel. C'est encore dans des légendes limites, puisque la lumière et l'obscurité va toujours exister. Miss Lola? Oui, ben, je regarde mes notes sur le Malombre et sur le Ténébris et je trouve que ça se ressemble beaucoup. Une sorte d'ombre qui peut prendre la forme de ce qu'elle veut. Est-ce qu'ils sont cousins? Est-ce que Possible. c'est un dérivé? Il se peut que certaines créatures se rejoignent dans des branches, mais ayant pris des chemins quand même différents. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est que dans les animaux créatures régulières, un loup et un renard vont être proches, mais ne seront pas la même créature non plus, ou n'auront pas les mêmes comportements. Donc, il est possible également, très belle intervention, qu'il y ait ressemblance entre les deux. Oui, Miss Knight. Est-ce que vous pensez qu'il se nourrit des émotions, étant donné qu'il absorbe la peur pour rendre apaisement? Alors là, il va vraiment se nourrir de l'énergie ambiante. Alors là, est-ce qu'on parle de l'énergie que ou une créature dégage? Peut-être que oui, peut-être que non, mais principalement, ce qu'on a pu remarquer, c'est par le catalyseur de sa corne qui absorbe la lumière. Le fait qu'il va apaiser les créatures anxieuses, éloigner les prédateurs, c'est plus son objectif de vie, disons.
Et elle vit pour protéger, supporter et apaiser toute âme qui pourrait être anxieuse. Donc non, il ne va pas s'alimenter de l'anxiété de certaines personnes, comme certaines créatures, et il va simplement en mettre un but à sa vie pour faire ça. Certaines créatures peuvent être altruistes entre eux. Pour son comportement, le Ténébris ne parle pas et il comprend les émotions. Donc oui, même si c'est pas son alimentation, il sera attiré par les êtres calmes, les curieux et les âmes tristes. Et je vois où c'est que vous voulez en venir, Miss Knight. Il y a une rumeur qui existe oui, en effet, qu'elle absorberait la peur pour la transformer en apaisement. Malheureusement, c'est pas une théorie qu'on peut valider ou à la recherche. Est-ce que c'est vraiment juste sa présence qui apaise, étant donné qu'elle est de nature rassurante, ou est-ce que vraiment elle absorbe votre peur et votre anxiété pour la transformer en apaisement? Les recherches ne vont pas assez loin pour le confirmer. D'après vous, quelle serait la réaction de cette créature face au danger? Quelle serait sa réaction? Miss Calypso? Elle fuirait. Oui, en effet, elle pourrait se dissoudre si elle est surprise pour s'enfuir. Miss Gabriella? Prendre la forme d'un animal imposant pour faire peur. Oui, donc il y a possibilité de riposte, en effet. Donc elle peut prendre l'apparence et même attaquer. Ronge-moi au fond. Elle ferait diversion pour protéger les autres espèces. Dans En toutes effet. les possibilités qu'elle a. Oui, en effet. Également, ce qu'on pourrait voir, elle pourrait voir qu'elle peut générer un nuage d'ombre dans le but de se dissimuler, de cacher les autres créatures, ou tout simplement, comme vous le mentionnez, de faire diversion. J'ai une autre question, monsieur, qui n'a pas forcément Oui. à voir avec le cours, Allez-y. mais la magie en général. Est-ce que tous les sorciers, est-ce que tout le monde magique, est-ce qu'on considère que l'âme existe? L'âme en tant que partie du corps sortirait de notre corps. Une âme telle que... Oui, certaines personnes, encore là, c'est plus une question de philosophie et de méthode de pensée. Certaines personnes vont penser que l'âme est un aspect abstrait, d'autres vont penser que c'est votre personnalité qui détermine votre âme. Certaines personnes pourraient même penser que votre âme pourrait être en plusieurs fragments qui correspondent à des émotions différentes. Donc, toute personne pourrait avoir une vision différente sur ces âmes. Après, la biche des brumes, Mais, juste en âme. alors hein. là, c'est plus votre vision à vous. Et peut-être que oui, vous pourriez penser qu'une créature pourrait être une manifestation physique de votre âme. Attendez, je suis désolé, mais dans plusieurs espèces, elle parle d'impact ou de... La biche des brumes, comme disait Tao, juste notre âme. D'autres espèces ont un impact ou fragilise ou impacte notre âme. Il y a aussi d'autres... on voit des esprits depuis quelques jours. Je ne sais pas si tout le monde en voit. Mais ça m'a l'air d'être des esprits de défunts, de personnes mortes, qui avaient un nom, une vie. En effet. Excusez-moi. Pourquoi on peut penser que c'est le fragment de leur âme qui reste sur cette terre? Encore une fois, c'est pas des recherches qui sont fondées, coulées dans le béton, dire oui, c'est comme ça, oui, on a tout un aura magique, une âme magique. Et encore une fois, c'est plus l'aspect philosophie, de savoir comment, faut mettre un nom à un phénomène. Est-ce qu'il y a des religions les religions Golmu sont aussi dispersées dans le monde magique, ou il y en a d'autres? Bonne question, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas trop dans ces sciences et de tout cet aspect religion, des Golmu surtout. Mais je sais que oui, eux ont certaines visions différentes des âmes et oui, qu'il pourrait en avoir d'autres qui sont pas les plus principaux et qui ont une philosophie différente. Vous avez parlé de Yin et de Yang. Oui, entre autres. Est-ce qu'il y aurait des âmes bénéfiques? Est-ce qu'il y aurait peut-être pas forcément des âmes, mais des esprits bénéfiques et maléfiques, du coup?
un équilibre. savez, comme s'il y a toujours une partie de lumière, il y a toujours une partie sombre. Donc c'est l'ajustement et le balance dans les deux dans notre environnement qui peut faire que tout soit équilibré en fait. Ok, désolé, j'en viens avec une dernière question. Est-ce qu'il est possible d'apprendre ou de faire un cours ou de se faire guider par des personnes pour faire des... Alors, j'aime pas trop forcément le mot rituel. Faire des... Il y a des personnes, des élèves qui sont peut-être plus là, qui ont fait des rituels néfastes, genre sataniques presque. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de faire un apaisement général? Vous voyez que la peur, avec tout ce qu'on entend, comme ce qui s'est passé il y a quelques secondes, se diffuse dans toute l'école en général, avec des esprits ou des situations de vie. Est-ce qu'on n'aurait pas une façon de calmer les esprits sans passer par l'esprit clair ou des choses comme ça, mais plus par regroupement de personnes qui ont des émotions bienveillantes et calmantes? Certainement, vous savez, certaines personnes vont utiliser ce qu'ils appellent la méditation et une méditation collective où c'est que plusieurs personnes vont partager la même énergie, la même émotion dans le but de faire un apaisement global. Ça s'est même vu dans des domaines, que ce soit Golmu, que ce soit magique, qui pourrait avoir une influence plus mystique sur l'esprit ou peut-être même sur votre âme. Je suis probablement pas le meilleur professeur pour vous enseigner ça, puisque moi je suis plus quelqu'un de logique et basé sur des faits concrets. Donc ici on parle plus dans des interprétations. Peut-être que des professeurs plus penchés vers à la base la divination pourraient avoir cette ouverture d'esprit et avoir une vision qui pourrait plus vous éclairer et répondre à toutes vos questions. Divination ou loi, par exemple, les lois. Oui, entre autres, oui. Comment faire pour organiser ça? À qui parler? Oui, en fait, ça pourrait être de faire des rassemblements, ça serait plus comme ça pourrait rentrer sous l'aspect proposition d'un club à la limite, vu que ça reste un rassemblement. Donc, ça serait de trouver le meilleur professeur qui pourrait avoir cette vision de votre rassemblement, et ce professeur pourrait voir avec le DM pour la confection d'un club. Et ça peut être un moyen de vous rassembler, de partager ces informations et de partager ces apaisements. Merci beaucoup et désolé pour tout ce temps. Il n'y a pas de problème. À toute la classe. Donc, t'en fais pas, c'était bénéfique. Pour revenir au Ténébris, ce qui ne fonctionne pas pour s'en approcher, donc on va oublier tout miroir ensorcelé, tout sort de contrôle ou des runes d'illusion. Tout but de se rapprocher du Ténébris de façon, pardonnez-moi le terme, malsaine, que ce soit dans la fourberie ou la ruse, ne fonctionnera pas. Ce qui est possible, en effet, comme je sais que j'ai dit l'inverse avec le flamène, mais il se peut que des sorts de lumière intense pourraient en attirer. Bien entendu, le flamène ne sera pas assez puissant pour faire ça. Ou quelconque potion de luminescence. Ces types de potions pourraient, et ça a déjà été vu, avoir la possibilité d'attirer un Ténébris si vous êtes en présence de les attirer. La créature elle-même, le Ténébris, certains, oui, les aspects propriétés magiques de sa corne sont plus que recherchés. Mais il faut savoir qu'il n'est pas obligé de tuer la créature pour pouvoir l'avoir. La créature elle-même peut se départir de sa corne pour en régénérer une autre avec le temps. Donc la capture de ces créatures n'est jamais nécessaire. Comme une genre de mue? Comme une genre de mue. Comme certains cerfs qui pourraient faire tomber leur bois sur un arbre pour en faire pousser de nouveau. Si vous voulez. Mais encore une fois, c'est par relation de confiance et d'apaisement. Il ne faut pas utiliser la force, le Ténébris ne sera pas enclin à vous aider. Donc, ces usages connus pour cette corne, ils vont varier en fonction de pouvoir être broyés pour être des fragments d'ombre cristallisés. Elles sont également utilisées dans la confection de talismans
anti-cauchemar. Et elle pourrait être également un ingrédient pour tout apaisement de tension magique. Il existe de nombreuses potions qui pourraient avoir cette corne, la corne de Ténébris, comme ingrédient dans sa concoction. S'il vous plaît, des exemples. Vous pouvez donner un exemple? En effet, faudrait que je regarde dans les notes, mais sorti ça plus toutes les potions qui vont apaiser les tensions magiques ou qui vont avoir une influence quelconque sur vos méthodes de pensée. Alors là, attention, je ne parle pas bien sûr d'esprit clair, mais je parle de potions un peu plus poussées. Donc, tous les potions qui peuvent avoir un apaisement sur vous. Vous avez Qui pas peuvent un exemple en influencer tête, votre monsieur? humeur. En tête, vu comme ça, je ne pense pas. Faudrait que je revoie mes notes. Et vous avez dit que quand on la broyait la corne, c'était une poudre. C'est quoi le nom déjà de la poudre? En fait, c'est des fragments. C'est des fragments d'ombre cristallisés. Je rechercherai cette information-là pour les potions et je vous la partagerai si je trouve quelque chose d'intéressant. Merci. Merci, monsieur. Après, je file au livre des... Il existe une anthropocénologie. légende dans les créatures magiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu lire des informations à la bibliothèque sur cette légende ou si elle n'est pas encore disponible. De la légende de la licorne d'ombre. Je sais pas. Est-ce que ce nom vous évoque quelque chose? Non, professeur. Non, on a cherché un peu, mais... C'est une légende, probablement que le livre n'est pas encore disponible et qu'il devrait arriver sous peu. Il s'agit d'une légende d'un ténébris qui serait si ancien qu'il aurait décidé de prendre l'apparence d'une licorne. Bien entendu, avec sa corne étant celle de la licorne. Sa corne serait si vieille que sa corne aurait un aspect encore plus solidifié et plus majestueuse. Et elle serait née de l'ombre d'un cheval au galop. Je répète encore à cause de la cloche. Elle serait née d'un ombre d'un cheval qui aurait galopé dans cette forêt. Cette ombre se serait détachée et le ténébris l'aurait exploité pour prendre son apparence. Et la légende persiste encore pour dire que dans certaines forêts, les soirs de pleine lune, on pourrait encore entendre des bruits de sabots. Des bruits de Pensez un sabots peu de au cheval au Charélis, galop. monsieur. Ah, en effet. Vu comme ça, oui, en effet. Et il ressemble plus à un antilope. Oui. Dans ce cas-ci, c'est vraiment plus la part d'une licorne. Mais encore une fois, c'est une légende de la licorne d'ombre. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Est-ce que quand vous êtes dans une forêt, vous entendez un cheval au galop? Ça peut être encore des histoires. Donc en conclusion, c'est une créature commune, mais qui est très mal comprise. Elle est non agressive et même craintive. Elle va prioriser la fuite avant la riposte. La difficulté principale avec cette créature est de pouvoir l'observer sans l'effrayer, car on doit gagner sa confiance pour pouvoir s'en approcher. Donc, il est important de noter que le ténébris n'est pas une menace. Elle est le souffle calme de la forêt nocturne. Donc, je vous laisse y réfléchir. Vous, quel animal pour vous, dans votre esprit, elle serait source de réconfort? Et imaginez-vous, un ténébris, il prend son apparence. Elle est là pour vous apaiser. Donc, il est fort probable que si vous êtes dans cet esprit triste ou anxieuse et que vous rencontrez un ténébris qui décide de prendre cette apparence calme de la créature que vous connaissez très bien et qui veut dans le but de s'approcher de vous et de vous aider. Donc, il ne faut pas avoir peur du ténébris. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Oui, Miss Calypso. Vous avez dit quoi par rapport à son poids? Son poids et sa taille est variable puisqu'il est très dur de faire des recherches et de l'observer. Et elle va varier en fonction de la forme de la créature qu'elle va prendre. Le ténébris pourrait aussi bien prendre l'apparence d'un cheval, comme de la légende,
ou un simple écureuil. Donc le poids va varier en fonction de l'animal, même si elle reste de brume. D'autres questions? Non. Parfait. On a pris un petit peu plus de temps de prévu, Merci. mais c'est pas trop... Ah oui, monsieur Draven. Je sais pas si la question a été posée, mais est-ce que vous pensez que le ténébris c'est comme la biche des brumes quand on est perdu dans la forêt des brumes? Est-ce qu'il peut nous aider? Oui, mais à l'inverse de la biche des brumes peut vous faire perdre dans la forêt si elle vous juge non digne. Tandis que le ténébris n'a pas le pour but d'être guide. Son rôle principal est être le gardien de la forêt, les gardiens des animaux. D'apaiser. Donc, elle va préférer apaiser tout sentiment anxieux ou triste, mais elle ne sera pas un guide pour vous sortir de la forêt ou de vous y perdre. Et il est très peu probable que vous trouviez un ténébris dans la forêt des brumes, puisque les lumières de la lune ont de la misère à y traverser. Donc, ce n'est pas l'environnement que le ténébris va choisir. D'accord. Encore, vous aurez plus de chance d'en croiser un, peut-être dans le bois chantant, s'il y en a dans la vallée, mais elle ne sera pas dans la forêt des brumes. D'accord. Parfait. Merci. Donc, on va aller avec l'obtention du jeton avant de vous laisser partir. J'aimerais avoir tout le monde au fond et je vais demander à la maison Brise-Lune de venir me rejoindre en avant.